L'heure du mystère. Dans cette série d'émissions de Germaine Beaumont, le programme Intervariété vous présente aujourd'hui, réalisé par Georges Godbert, une histoire originale de Jacques Fayet, Feu Ludovic. Vous savez qu'il attend toujours, patron. Qui ça, il? Bah, le clochard. Ah. Il est là depuis 3 heures. Et dans le couloir, c'est pas très décoratif. Bah, t'as qu'à le recevoir. J'ai voulu, patron, mais il ne veut rien entendre. Le commissaire ou personne. C'est insusceptible. Eh oui, tu vois bien que je suis occupé, Maxime. Je lui ai dit, mais impossible de l'en faire démordre. La police est un service public. J'ai le droit de voir le commissaire comme tout le monde. T'es un fou. À première vue, non, mais allez donc savoir. Il y a tant de fous tranquilles qu'on finit par ne plus les distinguer des autres. Bon, bah, fais-le entrer. On peut pas le laisser toute la nuit à la PJ. Mais ils ne demanderaient peut-être que ça. Quand ils ne le savent plus au coucher, ils sont bien contents de nous trouver. Et vous, là-bas, c'est moi. Le commissaire va vous recevoir. Allez, venez. Vous avez encore besoin de moi, patron? Non, ça va, tu peux t'en aller. Alors, je vous ai fait attendre. Ça n'a aucune importance, le couloir est bien chauffé. Asseyez-vous. Voilà, eh ben, on vous écoute. C'est vous le commissaire? Oui. Non, mais c'est sûr. Quoi, vous voulez voir ma carte? Oh non, je préfère vous faire confiance. Faut pas m'en vouloir, monsieur le commissaire, mais il n'y a pas de différence entre vous et les autres. Eh non, c'est comme pour les fous. Pardon? Rien. Bon, alors, qu'est-ce qui vous amène? Ludovic. Ludovic, qui c'est Ludovic? Un clochard comme moi. On fait équipe. On se partage le travail et le soir on met les recettes en commun. Pourquoi? Pour équilibrer le budget. Il y a des quartiers où les gens sont plus ou moins donnants. À Auteuil, par exemple, on fait à peine ses frais, tandis qu'à Billancourt, généralement, la recette est bonne. Remarquez, c'est pas que les gens soient plus généreux à Billancourt qu'à Auteuil. Non, mais à Auteuil, ils sont mieux gardés. Et j'ai remarqué, monsieur le commissaire, que dans ces quartiers-là, les concierges sont toujours dans l'escalier. Pas pour balayer, bien sûr, mais pour surveiller. Ah là là, enfin. Alors on partage pour égaliser ses chances. Et comme de toute façon, Ludovic et moi, on a le même appartement. Un appartement? Oh, pas un 5 pièces, bien sûr, mais une petite cabane en bois dans un terrain vague. Pas à Paris, non, il y a longtemps qu'on nous a expulsés, mais à Puteaux. C'est moins central, mais c'est plus calme. On y respire encore comme un air de campagne. Oui, bien sûr, il y a les grands immeubles qui poussent autour de nous comme les champignons après la pluie. Mais on n'est pas obligé d'y habiter. On est mieux là-bas que dans les asiles. Puis sous les ponts, on peut plus dormir à cause de la circulation. Bon, revenons à Ludovic, alors. Qu'est-ce qu'il a fait? J'y arrive. Ouais. Voilà. Hier soir, on avait rendez-vous vers 11h au Hall. Bon. On se donne toujours rendez-vous au Hall. Quelquefois, on y fait de bonnes affaires. Et il n'est pas venu. Alors, je suis rentré à la Bicoque, il y était pas. Ce matin, il y était pas non plus. Alors, je me suis inquiété. C'est pour ça que je suis venu vous voir, monsieur le commissaire. Ludovic a disparu. Il a peut-être rencontré des copains. Oh, des copains? Ah oui. On connaissait personne. Quand on a des copains, on doit les inviter à manger, à boire un verre, on n'avait pas les moyens. Alors, je sais pas, moi. Peut-être avait-il trouvé... Il a peut-être trouvé du travail. Trouver du travail? Et pourquoi voulez-vous qu'il trouve du travail puisqu'il n'en cherchait pas? Alors, peut-être a-t-il bu. Ça, c'est possible. Mais quand on a bu, on rentre le matin à la baraque pour dormir. Oh non, il s'est passé quelque chose. Mais il était malade? Non. Ou alors ça se voyait pas. Et il avait de l'argent sur lui? Comment voulez-vous... 2 ou 3 francs, peut-être. Comment était-il habillé? Il avait son costume de travail. Son costume de travail? Bah oui, quoi, celui qui est déchiré. Faut vous dire qu'on a 2 costumes.
Un très déchiré pour aller mendier et un autre un peu plus propre qu'on met quand on se promène. Et faut s'organiser, quoi. Faut pas croire que pour mendier, il suffit de tendre les mains. Faut aussi de la réflexion. Un mendiant proprement habillé, ça fait pauvre. Alors les gens aiment pas ça. Un vrai clochard, ça les rassure parce qu'ils se disent qu'ils n'en arriveront jamais là, mais un pauvre, ça les inquiète, parce que la pauvreté, c'est à la portée de tout le monde. Faut jamais inquiéter les gens, monsieur le commissaire. Sinon, ils changent de trottoir quand ils vous voient. Bon, allez dans le bureau à côté, donner son signalement exact. Hein? Le signalement de Ludovic. Oui. Puis si on a du nouveau, on vous préviendra. J'aimerais mieux repasser parce que... Pour me prévenir... C'est ça, repassez demain. Tiens. Une cigarette? Je fume pas, mais je la prends quand même. Bon. Je la donnerai à Ludovic quand il rentrera. Le pauvre Ludovic, il la fumera jamais, cette cigarette. Où on l'a trouvée, tu dis? Allongé dans l'herbe, dans le bois de Boulogne, juste à la bordure de Neuilly. Rapport du légiste. Pas terminé. J'ai juste les premières conclusions. Ludovic est mort en 5 ou 6 minutes par étouffement. Bon, ça par étouffement. Il était malade? À première vue, non. On l'a étouffé, alors. Il n'y a pas 36 solutions. Les agents qui l'ont découvert n'ont trouvé aucune trace de lutte dans l'herbe. Il ne portait aucune marque de violence. Il était allongé sur le dos, les mains crispées sur son col comme s'il le gênait pour respirer. Et d'autre part, apparemment, on lui a rien volé. On a retrouvé dans ses poches un paquet de tabac entamé, quelques pièces de monnaie et dans sa musette des conserves et une bouteille. Oui, donc le légiste pense que sa mort est normale. Quoi, oui ou non? Pour l'instant, oui et non. Ça simplifie les choses, ça tient. Oui, parce qu'il n'y a pas de trace d'accident ou de violence. Et non, parce que Ludovic présente des caractéristiques que le légiste n'avait jamais rencontrées jusqu'à présent. Il faut attendre. Attendre. Mais attendre quoi? Voyons! Si Ludovic était pas un clochard, vous auriez déjà lancé toutes vos forces contre son assassin. La police s'occupe des clochards que pour les ramasser. Rien ne nous dit que Ludovic ait été assassiné. Mais rien ne nous dit non plus qu'il l'a pas été. Je vous l'avais bien dit hier qu'il s'était passé quelque chose, mais vous m'avez pas cru. Vous avez parlé de fugue, de copains et de travail. Et maintenant, vous savez que Ludovic est mort et vous attendez. J'ai jamais eu honte d'être clochard. J'ai même choisi de l'être. Je suis clochard par vocation, comme les autres travaillent. Et si je vis de la charité des autres, c'est que la charité leur fait plaisir et leur donne bonne conscience. Non, j'ai jamais eu honte. Mais aujourd'hui, je le regrette. Si j'étais pas clochard, vous feriez quelque chose. Quand avez-vous vu Ludovic pour la dernière fois? Avant-hier. Vers 4 heures, nous nous sommes séparés. Lui devait aller près de la Porte-Maillot. Et moi à la station du métro Étoile. Alors comme je vous l'ai dit, on devait se retrouver vers 11 heures au Halles. Et vous commenciez à mendier tous les jours à 4 heures? Oh non, on n'était pas des fonctionnaires quand l'envie nous prenait ou le besoin. On restait des fois des jours sans y aller. Ça dépendait de la chance qu'on avait eue. Alors pourquoi 4 heures ce jour-là? Et pourquoi pas 4 heures? Quand on a choisi ce que je fais, c'est pour plus avoir d'horaire. Enfin, je veux dire, qu'aviez-vous fait avant, quoi? Avant 4 heures? Oui. Le matin, on avait dormi jusqu'à midi 1 heure. Ça, faut vous dire que la veille, on avait bu pas mal. Remarquez qu'on boit sans raison, pas même parce que le vin est bon, non, c'est plutôt une manie, un tic. Et puis après, on a été à pied plutôt à Neuilly. Ça nous fait une bonne heure de marche, mais on aime ça, on voit des tas de choses, on croise une foule de monde. Voilà pourquoi les gens s'ennuient. Ils marchent plus, jamais. Alors comme ils voient rien de la journée, le soir ils ont rien à raconter. Pourquoi être allé à Neuilly? C'était le jour. Quel jour? Le jour de Neuilly, quoi.
Une fois par semaine, on va à Neuilly voir une dame qui nous fait la charité. On est ses pauvres, comme elle dit. Après, j'ai pris le métro jusqu'à l'Étoile. Ludovic est allé à pied à la porte Maillot. Comment l'avez-vous rencontrée, cette dame? La dame de Neuilly? Oui. C'est moi qui l'ai rencontrée. Oui, un jour, je m'étais posté au pont de Neuilly. Elle est passée et elle m'a dit qu'elle ne donnait jamais d'argent à un pauvre, pour ne pas le tenter. Mais que si je voulais, je pouvais passer tous les samedis chez elle pour chercher des provisions. J'y suis allé une fois tout seul, mais comme j'ai vu qu'il y en avait d'autres, j'ai dit à Ludovic de venir aussi. Depuis, on y va toutes les semaines. Bon, alors cet après-midi-là, vous avez trouvé Ludovic normal. Comment ça, Il normal? se plaignait pas, quoi. Il n'avait pas de douleur particulière. Non. Il respirait normalement. Bah ouais, quoi, il respirait comme vous et moi. Et vous n'aviez pas trop bu. Ah non. Ah non, ça non. D'ailleurs, on n'avait pas eu le temps, on s'était levé qu'au début de l'après-midi. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait tué Ludovic? Est-ce que je sais, moi? Mais pas pour le voler, en tout cas. On a retrouvé sur lui un peu d'argent, un paquet de tabac entamé, puis des provisions. Il avait des ennemis? Des ennemis? Ah oui, des gens qui pouvaient lui en vouloir, quoi. Lui en vouloir de quoi? Eh ben alors, vous voyez bien. Patron, le légiste est là, il aimerait vous voir. Où est-il? Dans le couloir. Eh ben alors fais-le rentrer. Bon, écoutez mon vieux, rentrez chez vous et puis vous faites plus d'idées. Allez. Oui, Quoi? Monsieur le commissaire, le légiste, Oui. c'est bien le docteur qui dit de quoi qu'on est mort? Oui, c'est ça. Peut-être qu'il a du nouveau pour Ludovic, je peux pas rester. Écoutez, attendez dehors. S'il y a du nouveau, je vous le dirai. Bon, Maxime, accompagne-le et fais entrer le tout-bib. Allez, venez. Entrez, docteur. Bonjour, Frémont, ça va? Ça va, tout-bib. Et vous? Oh, je vous dérange? Non, pour l'instant, je suis sans affaire. Asseyez-vous. Merci. Bon, vous vouliez me voir? Frémont, Oui. ça fait combien de temps que je suis médecin légiste? Bah, écoutez, moi, je suis dans cette maison depuis... Je vais vous le dire, ça fait 26 ans. Oui. En 26 ans, combien de fois me suis-je trompé? Oh, ça... Je vais vous le dire, jamais. J'ai hésité quelquefois, mais jamais je ne me suis trompé. Qu'est-ce que ça signifie? Bah... Je vais vous le dire. Ça signifie que je connais mon métier. Ouais. Et que jamais je ne me suis trouvé devant un cas sans pouvoir l'éclaircir. Mais ça, nous le savons tous, tout-bib. Voyez bien, vous avez tort, je ne sais rien. Oh. J'arrive à l'âge de la retraite et je ne sais rien. Bah, mon vieux, vous avez l'air bien déprimé, vous, hein? Frémont, Quoi? j'ai passé toute la nuit à chercher de quoi le clochard du bois de Boulogne est mort. Je n'en sais rien. Ludovic? Quoi, Ludovic? Ah, c'est son nom, Ludovic. Et pourtant, vos premières conclusions... Oui, j'ai dit qu'il était mort par étouffement. Comme il n'y avait aucune trace de lutte, il ne pouvait s'agir que d'un étouffement naturel. Oui. J'ai d'abord pensé à une hémorragie dans le poumon. Pas la moindre trace de sang anormale. À un édème. Pas la moindre sérosité. Votre Ludovic avait une santé à toute épreuve. Mais à l'autopsie, les poumons sont apparus gonflés comme des montgolfières. Ils avaient doublé, triplé leur volume. Ils occupaient toute la cage thoracique. Et c'est pourquoi Ludovic est mort étouffé. Mais pourquoi ses poumons étaient-ils gonflés, ça alors? Et vous avez pensé au poison, naturellement. Oui, aucune trace dans le sang ni dans l'estomac. Donc on ne lui a fait aucune piqûre et il n'a rien absorbé. Cependant, il y a une chose. Quoi? L'air contenu dans ses poumons a été analysé. Il contenait du gaz. Du gaz? Oui, mais un gaz inconnu dont j'ignore le nom et la formule. Je vous l'ai dit, Frémont, je ne sais rien. Un gaz, ça respire. Donc il faut savoir exactement d'où venait Ludovic avant d'aller au bois. Non, la mort a été trop rapide. 5-6 minutes au maximum. Ludovic est mort là où il a respiré le gaz. Vous voyez bien que ça ne tient pas. On ne s'asphyxie pas en plein bois de Boulogne. Si. Comment si? On peut s'asphyxier en plein bois de Boulogne si on porte le gaz sur soi. Allons, Frémont, vous rêvez. Vous imaginez ce pauvre Ludovic s'installant confortablement au milieu d'une pelouse et se passant délicatement une ampoule de gaz sous les narines? C'est invraisemblable. Ne rejetons pas forcément l'invraisemblable, Toubib. Nous savons mieux que personne, vous et moi, que la réalité dépasse souvent la fiction. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah. C'est toujours moi, monsieur le commissaire, c'est long. Bah oui, mon vieux, mais il y a toujours rien de nouveau, alors rentrez chez vous, hein. Le docteur a rien trouvé? Non, il n'a rien trouvé. Oh, pauvre Ludovic. Tenez, monsieur le commissaire. Ah. La cigarette que vous m'avez donnée hier. Ah. Maintenant, j'ai plus personne à qui l'offrir.
Attendez une seconde. Vous avez l'adresse de la dame de Neuilly? Ah, bien sûr, puisqu'on y va tous les samedis. Bon, donnez-la-moi. Avenue Saint-James, 422, Madame Le Oui, bon, Tilleul. doucement, je veux pas. Alors, Oui. avenue Saint-James, Oui, 422. 422, madame Le Tilleul, je sais pas comment ça s'écrit. Le Tilleul. Oui, Qui est cette dame de Neuilly? une dame charitable. Oh, jamais, jamais je n'aurais pensé, monsieur le commissaire, que la charité mènerait la police chez moi. C'est bien mal encourager la solidarité. Madame, à vrai dire, je ne suis chargé d'aucune enquête et vous pouvez très bien ne pas me répondre. Mais il y a un pauvre bougre qui a perdu son meilleur copain, peut-être même son seul ami, et j'aimerais savoir pourquoi. Je ne vois pas très bien, monsieur le commissaire, comment je pourrais vous renseigner. Tous les samedis, quelques pauvres se présentent à votre porte et vous leur faites la charité. Oui. Croyez bien qu'avec la tournure que prennent les choses, je le regrette. Les connaissez-vous par leur nom? Je leur fais la charité. Je ne leur demande pas de pièce d'identité. Il leur suffit pour frapper à ma porte d'avoir faim. Leur nom, leur adresse, les raisons qui les ont conduits à cet état ne m'importent pas. La charité et la discrétion vont de pair, monsieur le commissaire. Ce sont deux vertus complémentaires. Donc, Ludovic ne vous dit rien? Rien du tout. Ah, attendez. À moins que... C'est un grand maigre. Tous les pauvres sont maigres, monsieur le commissaire. Mais n'est-ce pas un homme déjà âgé qui vient toujours avec un de ses collègues? C'est ça, oui. Ah, Ludovic? Oui. Oui, en effet, en effet. Eh bien, qu'a-t-il fait? Il est mort, madame. Oh, comme c'est regrettable. N'est-ce pas? Mais, encore une fois, monsieur le commissaire, en quoi cela me concerne-t-il? Ils viennent. Je leur donne quelques provisions. Je ne peux en plus m'occuper de leur santé. N'y a-t-il pas des organisations, des établissements pour cela? Et comment s'étonner qu'un de ces malheureux disparaisse de temps à autre? Ils mangent n'importe quoi. Ils boivent plus que de raison. Ils sont exposés à toutes les intempéries. La pauvreté n'est pas un privilège, monsieur le commissaire. Ludovic est mort. J'en suis navré. Mais qui puis-je? Oui, mais c'est qu'il est mort en sortant de chez vous, madame. Ah. Et alors? Voulez-vous insinuer, monsieur le commissaire, que j'empoisonne mes pauvres? Mais madame... Non. Vous ne le dites pas clairement, mais votre présence ici, vos questions aboutissent à cela. Ludovic est mort en dehors de chez moi. C'est une chance. Il aurait pu mourir dans mon office par, je sais pas moi, par ingratitude. Je suppose qu'alors vous m'auriez jeté en prison. Ainsi donc, voilà à quoi nous sommes exposés. Un clochard a une crise cardiaque, la police accourt chez les honnêtes gens. Ludovic n'est pas mort d'une crise cardiaque, madame. Ludovic est mort asphyxié. Asphyxié, oui. Comme c'est curieux. C'est le mot. Mais au moins, cela est la preuve, monsieur le commissaire, que je n'y suis pour rien. D'ailleurs, avez-vous retrouvé son corps dans l'escalier, dans l'entrée? Non, n'est-ce pas? Bavarde comme elle est, la concierge me l'aurait vite dit. Mort en sortant de chez moi. C'est vite dit. Mais, pardon, où l'avez-vous trouvé? Dans le bois de Boulogne, à quelques pas de Neuilly. Dans le bois? Quelle horreur! Un endroit si tranquille. Mais quand l'avez-vous découvert? Dimanche. Mais d'après le légiste, il y était depuis le samedi après-midi. Or, samedi, il était ici aux environs de 4 heures. Samedi dernier? Oui. Oh, impossible, monsieur le commissaire. Samedi dernier, j'étais en week-end, à Champcueil, près de Fontainebleau. Des amis charmants, un endroit adorable. Donc, vous voulez dire, madame, que vos pauvres ne sont pas venus samedi dernier comme à l'accoutumée? Si, sans doute sont-ils venus, mais ce n'est pas moi qui les ai reçus. Qui alors? Ma fille. Je l'avais chargée de cette besogne délicate. Ce n'est pas parce que nous partons en week-end que nos pauvres doivent pâtir, n'est-ce pas? D'autre part, il est impossible de rester chez soi à cause d'eux. La charité ne saurait être en esclavage.
Je m'astreins généralement à les recevoir moi-même. Non, que j'attende d'eux la moindre gratitude, mais je pense qu'il est bon pour eux d'associer les bienfaits qu'on leur fait à un même visage, sinon ils pourraient se croire dans une administration. Mais l'occasion a fait que j'ai dû m'absenter, sans inquiétude d'ailleurs. Jacqueline a toutes les qualités requises pour cette tâche. Bien entendu. Puis-je la voir, madame? Qui? Jacqueline? Oui, Jacqueline, votre fille. Si vous insistez. Cependant, je ne vois pas très bien... J'insiste, madame. Bon, alors. Mais soyez certain d'une chose, monsieur le commissaire. Dorénavant, les pauvres iront où ils pourront. Ma porte leur sera fermée. 1 minute, s'il vous plaît. Je vous en prie, madame. Jacqueline! Veux-tu venir, s'il te plaît? Je vous en prie, monsieur le commissaire. Ne donnez pas à ma fille trop de détails. Elle est très émotive, surtout en ce moment. Je vous en prie. Non. Entre, ma chérie. Qu'y a-t-il, maman? Voilà. Assieds-toi. Le commissaire voudrait te poser 2 ou 3 questions. Le commissaire? Oui. Figure-toi qu'un de nos pauvres est mort. Oh. Oui. Crois-tu, hein? Oui, en effet, mademoiselle, je voudrais... Pardon. Madame. Excusez-moi. Je voudrais avoir de vous, madame, quelques éclaircissements. Voilà, c'est vous, samedi, qui avez reçu les pauvres à la place de votre mère. En effet, ma mère était en week-end à Chanqueuil. Oui. Près de Fontainebleau. Et un endroit adorable, je sais, merci. Pouvez-vous me dire comment cela s'est passé? Mais comme d'habitude, monsieur le commissaire, les pauvres sont venus, Jacqueline leur a donné... Excusez-moi, madame, mais c'est à votre fille que je m'adresse. Bien, en effet, monsieur le commissaire, les pauvres sont venus vers 3 heures. Des conserves étaient préparées dans l'office. Je devais leur donner 3 boîtes à chacun. C'est ce que j'ai fait. Étaient-ils nombreux? 6 ou 7, je ne sais plus. J'aimerais faire davantage, mais sincèrement, je ne peux pas. Il me faudrait d'énormes moyens. D'ailleurs, viendrait-il? C'est pas sûr. Venir jusqu'à ce coin de Neuilly n'est guère commode. Ça demande un certain effort. Même la faim ne leur donne pas toujours du courage. Dans un sens, tant mieux. Nous sommes préservés. Sont-ils venus tous en même temps? Oui. Ah non. Naturellement, ils sont si indisciplinés. Non, je me rappelle. Les premiers sont venus en groupe à 3 heures. Oui. Puis 2 autres sont arrivés beaucoup plus tard. Et combien de temps plus tard? Ça, il est difficile de répondre. Peut-être 1 heure, 1 heure et demie plus tard. Je n'ai pas fait attention. Pouvait-il être 4 heures? Oui, peut-être. Que faisiez-vous alors? Rien. Enfin, je veux dire, rien de particulier. J'étais dans le salon, je me reposais. Je lisais tranquillement, allongée sur le canapé. Et n'avez-vous rien remarqué de spécial? Quand? Quand les 2 derniers sont venus, les avez-vous trouvés normaux? N'y en avait-il pas un des 2 qui avait l'air malade, ou plus abattu que son camarade, tout au moins? Non. Non? À vrai dire, monsieur le commissaire, je ne les ai pas regardés. C'est délicat à dire, mais... Mais quoi? Les pauvres me font peur. Ils sont si... Si sales? Oh non, Non, c'est pas ça. Si, ma chérie, n'ayons pas peur des mots. D'ailleurs, comment les reconnaîtrait-on, les pauvres, s'ils n'étaient pas sales? Oui, enfin, en bref, vous ne les avez pas vus. Non. J'ai un peu de honte à le dire. Et vous étiez seul samedi dans cet appartement? Je vous l'ai déjà dit, monsieur le commissaire, j'étais en week-end à Chanqueuil. Près de Fontainebleau, oui. Oui. Mais, je veux dire, moi, il n'y avait pas de domestique? Non. La femme de ménage ne vient pas le samedi, le dimanche non plus d'ailleurs. Les domestiques auront bientôt plus de repos que nous-mêmes. Oui, bon. Votre mari, à vous, madame? Mon mari? Oui. Votre mari n'était-il pas avec vous non plus? Non. Il travaille le samedi? Non. Ah bon? Alors peut-être était-il en week-end, lui aussi, à cet endroit adorable, à Chanqueuil. Mais que de questions, monsieur le commissaire. Quelle importance que le mari de Jacqueline ait été là ou non. Nous faisons la charité à des pauvres. L'un d'eux a le mauvais goût de mourir en sortant de la maison. C'est déjà assez désagréable comme ça.
Vous outrepassez vos droits, me semble-t-il. Monsieur le commissaire, y a-t-il eu une plainte contre nous? Les conserves que nous donnons à ces malheureux étaient-elles mauvaises? Non. D'ailleurs, nous mangeons les mêmes. Alors, que cherchez-vous? Je cherche pourquoi Ludovic est mort. Monsieur le commissaire, je vous remercie d'avoir bien voulu me recevoir. On m'a transmis votre carte, monsieur. Vous êtes monsieur Emidi et vous dirigez une usine. Oui, nous fabriquons des pièces pour l'aviation. Oui. C'est à cause de cela que j'ai demandé à vous rencontrer. À cause de quoi, monsieur? À cause d'un article paru dans la presse il y a 2 jours. Il concernait la mort d'un clochard trouvé dans le bois de Boulogne. Ah, Ludovic, oui, en effet. C'est ça. D'après l'article, cet homme était mort étouffé après avoir absorbé un gaz qui lui avait fait enfler les poumons. C'est exact. Oui, une mort étrange que ni l'enquête ni l'autopsie n'ont pu expliquer, d'ailleurs. C'est justement pourquoi j'ai insisté pour vous voir, monsieur le commissaire. Moi, je peux peut-être l'expliquer. Ah? Oui. Nous fabriquons dans mon usine, je vous l'ai dit, des pièces pour l'aviation. Ce sont des pièces capitales, vitales pour les avions. Elles supportent en état de marche d'énormes pressions et des chaleurs très élevées. Aussi, nous utilisons pour ces pièces des joints très étanches, très résistants. Oui, je vous suis, mais je ne vois pas très bien. Particulièrement pour les filetages où une fuite est toujours possible, nous avons besoin d'une matière qui se comprime facilement et dont l'étanchéité est totale. Je vous crois volontiers, monsieur, mais... Cette matière, monsieur le commissaire, nous l'avons trouvée. Ah. Elle s'appelle le téflon. Le téflon? Oui. Bon. Cette matière se présente sous forme de rouleaux de tissu plastique. Oui, mais où cela nous mène-t-il, monsieur? Vous allez comprendre, monsieur le commissaire. Lisez ceci. Qu'est-ce que c'est? La photocopie d'une circulaire que toutes les maisons utilisant le téflon ont reçue. Elle met en garde les utilisateurs du téflon contre les dangers qu'il représente. Et elle émane du chef du département industriel de Détroit. Lisez-la, je vous en prie, enfin, du moins le début. Oui, j'ai appris qu'un ouvrier avait été tué après avoir fumé une cigarette qu'il avait déposée sur un morceau de téflon. Il semble que la cigarette ait brûlé à travers le téflon qui aurait laissé des dépôts sur celle-ci. Les émanations de fumée ont provoqué l'enflure des poumons et la mort est survenue 5 minutes plus tard par étouffement. Voilà, monsieur le commissaire. Vous saisissez maintenant pourquoi j'ai tellement insisté pour vous rencontrer. D'après l'article du journal, il semble que ce clochard soit mort dans les mêmes conditions que l'ouvrier. Peut-être n'est-ce une coïncidence, mais j'ai cru qu'il était de mon devoir de vous avertir. Oui, vous avez très bien fait, monsieur. Mais je suppose que lorsque vous utilisez le téflon, il doit rester après usage des résidus. En effet, oui. Mais selon un ordre très strict, notre service d'entretien enterre tous ces résidus et ces particules à 1,30 m de profondeur dans le sol. Il n'y a donc plus aucun danger. Cette note a-t-elle été portée à la connaissance de tous les utilisateurs du téflon? Vous le pensez bien. Elle est affichée dans tous les ateliers. Et à vrai dire, il y a beaucoup d'usines qui ne se servent plus de ce produit à cause de ce danger qu'il représente. Oui. Voilà, monsieur le commissaire. Peut-être, je fais un pas de clair, mais j'ai ma conscience pour moi. Non, vous avez très bien fait, monsieur, je vous le répète. Je vous remercie. Seulement, pensez-vous que Ludovic ait pu se procurer du téflon? J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je ne le pense pas. Les ateliers sont interdits à toute personne étrangère à l'usine, les services de sécurité sont très sévères là-dessus. Non, vraiment, je ne crois pas qu'il ait pu s'en procurer. À moins que... Continuez, monsieur, je vous en prie. À moins, monsieur le commissaire, qu'on lui en ait procuré. Volontairement? Monsieur le commissaire, on ne donne pas aux gens un produit dangereux et qui ne peut leur servir à rien sans une volonté particulière. Vous permettez? Je vous en prie. Maxime! Oui, voilà, patron, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu? Non, fais tout Paris, toute la banlieue s'il le faut, mais je veux l'ami de Ludovic dans mon bureau. L'ami de Ludovic, le clochard? Oui, le clochard. Fais vérifier toutes les sorties du métro, tous les porches d'église, n'importe quoi, mais je le veux dans mon bureau. C'est facile. Non, c'est pas facile, Maxime, c'est pressé. Bien, patron.
Mais j'ai pas terminé ma journée, moi, monsieur le commissaire. Comment voulez-vous que je m'en sorte? J'avais encore 2 bonnes heures devant moi, les heures de pointe. J'aurais bien fait 5 ou 6 francs. Oh, bon, tenez. Là, et voilà. Ah. 6, hein? Et là, 6 francs. Ah, même 7. Ça, dans ces conditions, ça change tout. Quoique, à bien réfléchir, j'aurais peut-être fait 8 ou 10 francs. Ah bah oui, j'ai plus de monnaie. Bon, écoute-moi bien. Je sais de quoi Ludovic est mort. Ah, bon. Et de quoi? Vous savez ce que c'est que le téflon? Le téflon? Ça se mange? Non. C'est une matière qui sert dans les usines. Qu'est-ce qu'il aurait été faire dans les usines? Il mettait pas les pieds n'importe où. Et il n'a jamais cherché d'embauche? Oh. Enfin, monsieur le commissaire, vous voulez rire. De l'embauche, pour quoi faire? Travailler aux heures où il y a du soleil, se reposer le dimanche quand les rues sont pleines. Et connaissait-il des ouvriers? Vous savez, j'étais pas toujours derrière lui, mais ça m'étonnerait. Oh, bien sûr, dans les cafés, on engageait la conversation à droite et à gauche. Oui, ça, sûrement, on a rencontré des ouvriers. Mais de là à dire que Ludovic les connaissait... Oui, bon, le soir, quand vous vous retrouviez dans votre bicoque, là... À Puteaux, à Puteaux, c'est ça. Vous partagiez tout ce qu'on vous avait donné. Ah, tout, oui. Tout. Ah, tout. La nourriture, l'argent. Il y avait que les cigarettes qui gardaient. Moi, je fume pas. Oui, mais il fumait, lui, Ludovic. On a retrouvé un paquet entamé dans sa poche. Et il faisait ses cigarettes lui-même, non? D'ordinaire, oui. Mais quand on lui donnait des cigarettes toutes faites, il les fumait quand même. Et on vous en donnait souvent? Quelquefois, oui. Le jour où il est mort, on vous en avait donné? Ça, alors... Essayez de vous rappeler un peu. Peut-être que oui. Ah. Ah oui! Oui? Oui, je me souviens maintenant, monsieur le commissaire. La petite dame qui nous a reçus à la place de madame Letilleux et nous a donné à chacun une cigarette. Même que c'était des cigarettes blondes avec un filtre. Des cigarettes comme on n'en voit pas souvent. Il les a fumées? Il a fumé la sienne en partant, oui. Et la vôtre? Alors, je lui ai donné la mienne tout de suite dans l'escalier pour pas l'abîmer. Si on l'a pas retrouvé sur lui, c'est qu'il l'a fumé en route. Mais pourquoi? Vous croyez que ces cigarettes étaient... Je crois à rien. Je cherche. Ah ça, monsieur le commissaire, nous n'en sortirons pas. Je croyais cette affaire classée depuis longtemps déjà. Une affaire n'est jamais tout à fait classée, madame. Du moins tant qu'elle n'a pas trouvé sa solution. Elle sommeille, elle mûrit comme un fruit détaché de son arbre, mais qui reste exposé au soleil. On n'en parle plus pendant des jours, des mois, quelquefois des années, puis tout d'un coup, elle reparaît. Elle remonte en surface. Oui. Mais pour cela, il faut des faits nouveaux. Vous avez des faits nouveaux? Peut-être. Que faites-vous dans la vie, madame? Pardon? Enfin, je veux dire, travaillez-vous? Si je vous entends bien, monsieur le commissaire, vous persistez dans vos soupçons. L'autre jour, pour désagréable qu'elle fût, votre enquête pouvait paraître normale. Et il n'y avait pas lieu de s'en formaliser. Mais votre nouvelle visite, votre insistance d'aujourd'hui ne laisse plus aucun doute. Vous nous soupçonnez bel et bien. Madame, une enquête si décousue, si futile qu'elle paraisse à certains, nous conduit à interroger beaucoup de personnes, à leur poser des questions plus saugrenues les unes que les autres. Et nous savons bien pourtant que tout le monde ne peut pas être coupable. Si vous considérez les réponses que vous donnez uniquement comme des renseignements dont nous avons besoin, vous verrez que les questions ne sont ni insultantes ni ambiguës. Alors travaillez-vous, madame. Je n'ai pas de place, si c'est ce que vous voulez dire. Je travaille chez moi, et Dieu sait qu'une femme d'intérieur a fort à faire. Puis je vois mes amis. Je m'occupe également de mes... De vos pauvres, je sais, madame. De mes pauvres, oui.
Mais de quoi vivez-vous, madame? Mon mari était au chemin de fer. Je touche sa retraite. Enfin, sa demi-retraite. Sa demi-retraite, oui. Et c'est suffisant pour entretenir ce vaste appartement? À vrai dire, je suis ici chez ma fille. Mais encore une fois, monsieur le commissaire, quel rapport tout cela a-t-il? Aucun. Puis-je voir votre fille, madame? Jacqueline? Sans doute, oui, mais... Alors veuillez l'appeler, s'il vous plaît. Comme vous voulez. Jacqueline! Jacqueline! Oui, maman? Entre, ma petite fille. Assieds-toi. Le commissaire ne désarme pas. Je vais vous demander de bien vouloir nous laisser, madame. Mais... Oh, je t'en prie, maman. Fais comme le commissaire demande. Oh, bon. Très bien. Je n'ai rien à vous dire, monsieur le commissaire. Sait-on jamais. Les choses que vous me dites n'ont pas forcément pour vous et pour moi le même sens. Je peux fumer? Je vous en prie. Voulez-vous une Non, cigarette? non, merci, je ne fume pas. Jamais? Même pas une blonde? Non, jamais. Eh bien, voyez-vous, vous venez de me dire une chose qui vous échappe sûrement. Il est très important que vous ne fumiez pas. Je ne comprends pas. Qui fume dans cette maison? Votre mère? Non, Qui alors? mon mari. Pourquoi ne pas m'avoir dit l'autre jour où était votre mari? Parce que je n'en savais rien, monsieur le commissaire. C'est une raison. Mon mari et moi... Enfin, mon mari divorce. Votre mari divorce, vous voulez dire par là que c'est lui qui prend l'initiative de votre séparation? Oui. Nous sommes mariés très jeunes. Trop jeunes. Et en ce qui le concerne, sur un coup de tête... J'avais 18 ans, il en avait 20. C'est un âge difficile. Où tout ce qui émeut un peu prend des proportions gigantesques. Où ce qui doit durer un mois semble devoir durer une vie. Les premières années, ça a été merveilleux. Et puis Jean s'est aperçu peu à peu. Il s'était marié en fait pour échapper à la tutelle de ses parents. Et s'il croyait m'aimer, c'est qu'en réalité je représentais une sorte de liberté. Bien vite, la vie commune lui a fait comprendre que cette liberté n'était qu'apparente. Aussi la première difficulté le dressa-t-elle contre moi. Quelle difficulté? Je ne peux pas avoir d'enfant. Et vous acceptez le divorce? Non. Mon mari est tout ce qui me reste. Avec votre mère, quand même. C'est-à-dire que mon mari et moi sommes tout ce qui reste à ma mère. C'est très différent. Vous ne travaillez pas? Non. Mon mari a une bonne situation. Et depuis notre mariage, nous vivons comme ça. Oui, ce qui fait qu'un divorce entraînerait un sérieux changement de situation pour vous et votre mère. Oui, mais ce n'est pas ça que je pense. Je ne veux pas divorcer car j'aime mon mari. Oui, je sais que c'est un peu en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les réactions d'une femme sont tellement diverses. C'est parce que j'avais 18 ans, parce que je n'avais pas vécu, que je me suis attachée au premier homme qui a dit m'aimer. Cet homme étant devenu mon mari, j'étais persuadée que ma vie était toute tracée, définitivement faite. Je le suis toujours. Votre mari, vous le voyez de temps en temps? Très peu. Il est venu samedi matin. Hein? Mais ça faisait plus d'un mois que je ne l'avais pas vu. Comment vous venez de dire samedi matin? Oui, il a profité de ce que ma mère n'était pas ici pour me rencontrer. Il voulait... Enfin, il me demandait une fois de plus d'accepter le divorce. Et vous avez de nouveau refusé? Oui, je refuserai tant qu'il me sera possible de le faire. Ça ne changera pas grand-chose, je sais. Mais
Oh, c'est difficile à expliquer, monsieur le commissaire. Mais il me semble que tant que j'aurai le moindre droit sur lui, je ne lui serai jamais tout à fait étrangère. Je me dis quelquefois que cet entêtement est maladroit, que je commets la même erreur que ses parents ont commise en leur temps. Plus je lui refuse cette liberté qu'il me demande, plus elle lui devient nécessaire, je sais. Et pourtant, je suis incapable d'agir autrement. Allez expliquer ça. Vous a-t-il donné ses raisons de vouloir divorcer? Oui. Mais c'était bien inutile. Quand un homme divorce, monsieur le commissaire, c'est toujours une autre femme qui l'y pousse. Mais cet entêtement que vous témoignez, n'est-il pas de nature à l'éloigner davantage de vous? Peut-être. Mais je me dis que sa nouvelle passion ne durera pas non plus. Je cherche à gagner du temps. Oui, peut-être est-ce un jeu dangereux. Peut-être arrivera-t-il à me détester. Il m'a regardé samedi avec de tels yeux que j'ai pensé un moment qu'il aimerait me voir morte. Comment savait-il que votre mère n'était pas là samedi? Je ne sais pas. Elle a l'habitude de partir en week-end? Oh non, c'est exceptionnel. Des amis ont acheté une maison il y a peu de temps. Ils ont proposé à maman d'y passer 2 jours. Mais tout ça, monsieur le commissaire, ne concerne en rien la mort de Ludovic. Avez-vous déjà entendu parler du téflon, madame? Le téflon? Oui. Attendez. Oui, en effet. Oui, mon mari nous avait raconté il y a quelque temps déjà comment un ouvrier était mort après avoir respiré des gaz émanant de ce produit quand il brûle. Et pourquoi? Comment se fait-il que vous ayez offert des cigarettes à Ludovic et à son ami, puisque vous ne fumez pas? Oh, c'est très simple. Jean avait oublié son paquet samedi matin en partant. J'ai pensé leur faire plaisir. Bon, encore une chose. Votre mari a une bonne situation. Qu'est-ce qu'il fait? Il est ingénieur à l'usine d'aviation de Saint-Ouen. Ainsi donc, Maxime, Ludovic est mort parce qu'une femme qui lui était complètement étrangère ne voulait pas divorcer. Attendez, je ne vois pas très bien, patron. Représente-toi bien Jean Beuillet. Qui c'est, ça? Le mari de Jacqueline. Ah. Il vit avec une femme épousée à la hâte et que l'habitude lui rend complètement indifférente. La seule chose qui pourrait peut-être sauver le ménage serait d'avoir un enfant. Et Jacqueline ne peut pas en avoir. Alors l'indifférence que Jean Beuillet avait pour sa femme évolue peu à peu. Il se sépare d'elle, et puis cette séparation lui rendant le goût de la liberté, il demande le divorce. Jacqueline refuse, moitié parce qu'elle aime son mari, moitié parce qu'elle aime son confort. Beuillet se fait plus pressant, et ce divorce qu'il demandait, maintenant, il l'exige. Jacqueline refuse toujours. Toujours. Alors, il envisage de supprimer Jacqueline. Sa situation à l'usine d'aviation lui donne une arme redoutable et si inusitée que personne n'y pensera jamais. Le téflon. Il se souvient avoir lu qu'un ouvrier était mort après avoir respiré des gaz dégagés du téflon en contact avec une cigarette. Il achète un paquet de cigarettes, l'entame, et dans l'une des cigarettes restantes, il met un petit morceau de téflon. Il va chez lui? Oui. On ignore d'ailleurs toujours comment il sait que sa belle-mère est partie, mais enfin peu importe. Il demande de nouveau le divorce à Jacqueline. Celle-ci refuse encore. Celle-ci refuse encore. Et il s'en va, oubliant volontairement ses cigarettes. L'après-midi, Ludovic arrive pour chercher ses provisions. Jacqueline lui offre la cigarette qui lui était destinée à elle. Et voilà. Et voilà. Ah non. Quoi non? Non, il y a quelque chose qui va pas, patron. Oh. Ne m'aviez-vous pas dit qu'elle vous avait refusé la cigarette que vous lui offriez? Si. Elle ne fume pas. Et son mari devait le savoir. Ah oui, t'as raison, Maxime. Jacqueline ne fume pas, c'est vrai ça. Oh, mais alors à qui cette cigarette était-elle destinée? Ah.
Non, monsieur, vous ne pouvez pas voir monsieur Beuillet cet après-midi. Prenez rendez-vous. Même avec ceci? Qu'est-ce que... Oh, une carte de la police. Mais qu'est-ce que Jean a à voir avec... Où est-il? Monsieur Beuillet? Oui. Il est à Istres depuis ce matin pour les essais d'un nouvel appareil. Quand doit-il rentrer? Demain, tard dans la soirée. Parfait. Où pourrais-je le trouver? Mais je ne sais pas. N'êtes-vous pas sa secrétaire? Si. Particulière? Pardon? N'êtes-vous pas sa secrétaire particulière? Si, n'est-ce pas? Alors demain soir, où pourrais-je trouver Jean... Enfin, monsieur Beuillet, veux-je dire. Chez moi. Eh ben, parfait. C'est tellement plus simple comme ça. Puis-je savoir ce qui se passe? Rien qui vous concerne directement. Du moins, je ne le pense pas. Mais Jean... Ça dure depuis longtemps? Quoi? Disons, ce secrétariat particulier. 4 mois. Vous savez que M. Beuillet est marié? Évidemment. Évidemment. Vous savez aussi qu'il demande le divorce? Oui. Et vraisemblablement, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que Mme Beuillet refuse le divorce. Je sais. Savez-vous aussi ce qu'est le téflon? Naturellement. C'est un produit synthétique. Vous en avez déjà vu? Il y a dans le bureau de Jean une vitrine avec divers échantillons. Des peintures, des toiles d'empennage et aussi du téflon. Le bureau est à côté du mien, si vous voulez jeter un coup d'œil. S'il vous plaît. Suivez-moi, monsieur le commissaire. Oui. Voilà la vitrine. Ah, elle ne ferme pas à clé. Non. Tous ces objets n'ont pas grand intérêt. Monsieur Beuillet les a déposés là à l'intention de certains visiteurs étrangers. Je ne vois pas très bien qui aurait intérêt à les voler. D'autre part, les personnes admises dans ce bureau n'y sont jamais seules. C'est parfait. Nous pouvons retourner dans votre bureau? Bien sûr. Merci. Mais encore une fois, monsieur le commissaire, je ne vois pas du tout ce que Jean a à voir dans... Qu'est-ce que vous comptez faire? À quel sujet? Avec Monsieur Beuillet, qu'est-ce que vous comptez faire? Nous marier. Oui, mais Madame Beuillet... Un bon avocat arrangera cela. Ça risque d'être long. Oui. Mais j'ai tout mon temps. Jean aussi. Il ne peut pas payer toute sa vie une erreur de jeune homme. Nous nous sommes rencontrés très tard, sans doute. Mais nous nous sommes rencontrés. Contre sa personne ne peut rien. Pas même Jacqueline. Sûrement son refus va-t-il ralentir les choses, mais c'est tout. Elle ne lui apporte pas ce qu'un homme est en droit d'espérer. Il faudra qu'elle l'admette tôt ou tard. Vous n'êtes pas venu à l'idée qu'elle aimait son mari? À plus forte raison. Nous menons toutes les deux la même guerre. Il n'y a que la stratégie qui change. Elle veut le garder en aliénant la liberté qu'il réclame. Moi, je veux l'obtenir en ayant la patience nécessaire. Je suis certaine de gagner. D'autant que j'ai un allié dans la place, Jean lui-même. Mais si l'issue de cette guerre était différente, cependant? De toute façon, cela ne changerait pas grand-chose. Nous continuerions de vivre comme nous le faisons depuis 4 mois déjà. D'autant que maintenant... Oui. Je suis enceinte, monsieur le commissaire. C'est ça, maintenant, qui est important. Beaucoup plus important que les sentiments de Jacqueline, de Jean, ou même les miens. Madame Letilleux ne s'y est pas trompée. Madame Letilleux? La mère de Jacqueline, oui. Ah oui. Elle aussi s'est engagée dans la lutte, mais pour des raisons bien différentes. Jacqueline aime son mari, avez-vous dit? Oui. Et c'est en cela que nous sommes proches l'une de l'autre. Mais ce qu'aime Madame Letilleux, c'est l'appartement de Neuilly, l'argent de Jean, la vie que lui fait Jean. Si elle pousse Jacqueline à refuser le divorce, c'est qu'elle sait bien qu'une pension alimentaire, si forte soit-elle, l'obligera à réduire singulièrement son train de vie. On se résout mal à retrouver sa pauvreté originelle. Les femmes de son âge, surtout. Tant que Jacqueline et moi luttions à armes égales, Madame Letilleux pouvait penser que sa fille l'emporterait, que Jean n'oserait pas divorcer, et que du moins les choses resteraient comme elles sont actuellement.
Que Jean n'aime pas Jacqueline, peu lui importe. Du moment qu'il continue d'assurer son existence avec la même largesse. Qu'il vive en dehors du domicile conjugal, grand bien lui fasse, pourvu que Madame Letilleux, elle, y demeure en souveraine. Quand elle a connu la nouvelle de mon état, elle a compris que Jean précipiterait les choses. Et comment l'a-t-elle appris? Par M. Beuillet? Non, par moi. J'ai téléphoné à Neuilly vendredi. Je voulais prévenir Jacqueline, l'avertir qu'il était vain dorénavant de persister dans son refus. Malheureusement, elle n'était pas là. C'est sa mère qui m'a répondu. Quelle a été sa réaction? Immédiate. Elle est arrivée 1 heure après. Il était tard, mais le lendemain, elle allait à la campagne. C'est vous qu'elle venait voir? Non, elle désirait voir Jean. Elle l'a vu? Oui, dans son bureau. Elle voulait... Elle voulait? Je vous écoute. Nos 2 bureaux sont voisins, et la porte de communication fait qu'on entend tout de l'un à l'autre. Pour peu qu'on y prête attention, surtout. Alors, que voulait-elle? Elle voulait obtenir de Jean qu'il signe une reconnaissance de dette, qu'il abandonne l'appartement de Neuilly et qu'il lui verse à elle-même une rente mensuelle. Contre quoi elle s'engageait à obtenir de Jacqueline qu'elle accepte de divorcer. Naturellement, il a refusé. Naturellement. À vrai dire, il n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir. Il a été appelé 2 fois à l'atelier de montage. Il y est allé? C'était urgent, monsieur le commissaire. En outre, il est responsable des pièces qui sortent de cet atelier. Donc, il a laissé Madame Letilleux seule dans son bureau 2 fois de suite. Oui, mais très peu de temps. Oui, mais assez de temps pour... Voyons. Monsieur Beuillet fume bien des cigarettes blondes avec filtre. En effet, oui. Pensez-vous qu'il lui soit arrivé vendredi de laisser son paquet de cigarettes sur son bureau lorsqu'il a été appelé à son atelier? C'est vraisemblable, oui. D'autant que la plupart du temps, il est en bras de chemise. Je peux même affirmer que son paquet de cigarettes reste en permanence sur son bureau quand il est à l'usine. C'est le seul endroit où il lui soit autorisé de fumer. Ainsi donc, c'était à lui que la cigarette était destinée. Je ne comprends pas, monsieur le commissaire. Je peux téléphoner, s'il vous plaît? Naturellement. Merci. Allô? Allô, Maxime? Bon, ici Frémont. Oui, demande une voiture et rejoins-moi à Neuilly, chez Madame Letilleux. C'est ça. Bah, moi, je suis à Saint-Ouen. Non, j'y suis actuellement. Beuillet, non. Non seulement il n'était pas coupable, mais encore c'était lui la victime. La victime, mais monsieur le commissaire... Bah, écoute, fais ce que je te dis, je t'expliquerai, hein. Maxime, en descendant, achète-moi des cigarettes. Des brunes et sans filtre. Monsieur le commissaire, expliquez-vous, je vous en prie. Voilà, mademoiselle. La femme de Jean Beuillet ne veut pas divorcer. D'une part, parce qu'elle l'aime. D'autre part, poussée par sa mère qui pense que ce mariage est avant tout une bonne affaire. Mais vous apprenez à Madame Letilleux que vous allez avoir un enfant. Alors elle comprend que pour sa fille, la partie est de toute façon perdue. Voulant sauver ce qui reste à sauver, elle vient voir Jean Beuillet et essaie de conclure un marché avec lui. Mais il refuse. Pendant cette conversation, il s'absente 2 fois de son bureau. Alors Madame Letilleux, qui sait par Jean Beuillet lui-même le danger que représente le téflon, en prend un petit morceau dans la vitrine et le glisse dans une des cigarettes que son gendre laisse toujours sur son bureau. Elle voulait le... Quelle horreur. Mais non, monsieur le commissaire, non. Non, vous avez tort. Le véritable danger pour Madame Letilleux et sa fille, c'était moi. C'est moi qu'elle aurait supprimé si elle avait jamais eu l'intention de supprimer quelqu'un. Non, vous représentiez un danger immédiat, certes, mais votre disparition n'aurait pas pour autant ressoudé le ménage de Jacqueline. Madame Letilleux préférait beaucoup voir sa fille veuve et héritière que divorcée avec une maigre pension. C'est monstrueux. Malheureusement pour son projet, Jean Beuillet, samedi matin, va voir sa femme à Neuilly. Il tente une dernière fois de la persuader, et il repart après avoir essuyé un nouveau refus, mais en oubliant son paquet de cigarettes. Jacqueline ne fume pas, mais elle offre à Ludovic la cigarette destinée à Jean Beuillet. Ludovic? Ludovic, oui. Un brave bonhomme qui, par goût, roulait ses cigarettes lui-même. Pauvre Ludovic.
Dans la série d'émissions L'heure du mystère de Germaine Beaumont, le programme intervariété de l'ORTF vient de vous présenter Feu Ludovic, une histoire originale écrite par Jacques Fayet. Cette histoire vous a été présentée dans la distribution suivante: le commissaire Frémont Jacques Morel, Maxime Jean-Louis Calvet, le médecin légiste Gaëtan Jor, le directeur de l'usine René Fleur, la secrétaire particulière Claudine Coster, avec, dans le rôle de Jacqueline Jehanneuf, dans celui du clochard, Robert Murzeau, et dans le rôle de Madame Letilleux, Madame Sylvie. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Jean Pantaloni. Enregistrement, mixage et montage sonore, Jean-Pierre Leguet. Assistante, Yvonne Mazuillet. Réalisation, Georges Godbert.